Sur la Terre, il existe des lieux tenus secrets. De nouvelles forteresses construites par les hommes pour y stocker des données. On y conserve notre mémoire, une mémoire numérique, gérée par des superordinateurs connectés entre eux dans ce que l'on appelle le nuage informatique. Aujourd'hui, notre existence est entièrement numérisable. Dès notre première échographie, chaque souvenir, chaque événement, chaque information peut devenir digitale, composée uniquement de 1 et de 0. Livres, photos, films, argent, courrier, identité, tout est numérisé et stocké pour être accessible immédiatement de n'importe où. Une mémoire connectée à la fois illimitée et impalpable. Nul ne sait où se trouvent les données qui définissent notre vie. Le nuage informatique est un univers parallèle où les informations circulent à la vitesse de la lumière et où l'homme a été remplacé par des chiffres. Où sont stockées les milliards de données produites chaque seconde? Comment sont sécurisées les machines de ce réseau mondial? À qui confions-nous la mémoire de l'humanité? L'homme a la mémoire courte. Malgré ses capacités et ses milliards de neurones, le cerveau ne peut pas tout retenir. Alors depuis la nuit des temps, les hommes utilisent des supports pour conserver leur savoir, leurs souvenirs, leur histoire et les transmettre aux générations futures. On s'est rendu compte très vite que ce n'était pas possible de tout conserver. Donc on est parti de la pierre, des papyrus, des codex, on est arrivé ensuite au livre, à l'imprimerie, et il y a peut-être maintenant une troisième étape qui est celle d'externalisation plus numérique, donc plus virtuelle, mais qui est quand même encore un moyen extraordinaire que notre cerveau a trouvé pour externaliser des connaissances que nous ne pouvons pas conserver en permanence dans notre cerveau. Tous ces témoignages accumulés pendant des siècles sont devenus l'autre mémoire de l'homme, sa mémoire du monde. Ils se sont empilés dans des archives, des bibliothèques, des musées. Ces gardiens étaient jusqu'à aujourd'hui les uniques garants de notre mémoire. Avec la révolution numérique, ces traces de notre histoire se dématérialisent. Elles se transforment en données, en data, stockées dans des disques durs, à l'intérieur de lieux sans vie. Grâce à ces nouveaux gardiens, notre mémoire semble illimitée, impérissable. Nous disposons aujourd'hui d'un gigantesque cerveau informatique qui dirige notre quotidien et l'économie entière de notre planète. Mais désormais, cette mémoire du monde n'est plus un bien collectif ou intime. Elle est contrôlée par des entreprises privées. Elle est devenue une marchandise, un produit qu'il faut rentabiliser. Cette révolution à la fois technologique et économique porte en elle de nombreuses promesses d'avenir. Mais sans que l'on s'en rende compte, elle représente également un danger pour la sauvegarde et la transmission de la mémoire des hommes. Depuis 1975, l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, est la mémoire de la radio et de la télévision française. Jusqu'à présent, le patrimoine de l'Institut, témoignage unique des habitudes, des divertissements, mais aussi de l'histoire du XXe siècle, était conservé dans ces boîtes, alignées sur plus de 150 km d'étagères. Mais depuis le passage des télévisions et des radios au numérique,
l'INA ne gère plus que des données, une profusion sans précédent de données. En permanence, les opérateurs enregistrent 100 chaînes de télévision, 20 radios, mais aussi plus de 11 000 sites Internet. En un an, 1 million d'heures de programmes et des milliards de pages web sont sauvegardées, estampillées, vérifiées et classées. Avec la transition numérique, les archivistes deviennent des informaticiens, les étagères, des ordinateurs. La transition numérique, ça veut dire d'un côté comment sur les sources nouvelles, on arrive à les conserver en numérique alors qu'elles sont nativement numériques. Et d'autre part, il y a l'ensemble de ce qu'on pouvait avoir sous une forme analogique. C'est-à-dire tout ce qui a pu être créé depuis en gros 1950 pour la télévision, 1930 pour la radio. Comment on fait passer ça dans l'univers numérique? Au sein de l'Institut, Jean-Michel Rode supervise un vaste programme de numérisation du patrimoine audiovisuel de la France. Jour après jour, cassettes vidéo, disques, bandes magnétiques de tous âges passent entre les mains des techniciens pour être digitalisés. 27 minutes 30, Servette de Genève 1, Nancy 0. Ah, c'est une bataille de tranchées, c'est Bitini qui... Toutes les collections de l'INA vont y passer. 70 ans de radio, 60 ans de télévision. La tâche est colossale, mais nécessaire. Une partie de ce patrimoine est menacée par le temps, l'humidité et les multiples relectures. Les formats analogiques vidéo ou audio d'ailleurs n'étaient pas pérennes. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait durer éternellement. Chaque fois qu'on refaisait une copie, on empâtait le signal et on ne pouvait pas imaginer pendant 200 ans, par exemple, avoir des rotations de recopies analogiques. Le numérique est venu à temps, c'est-à-dire que sans le numérique, on n'aurait pas su à terme conserver ce patrimoine. Lors de la numérisation, le signal analogique enregistré sur la bande et qui contient les sons et les images est transformé en millions d'octets. Chacun de ces octets est un code-barre spécifique composé de 1 et de 0, un langage binaire compréhensible seulement par les ordinateurs, à condition d'avoir le bon logiciel pour le décoder. Devenu numérique, le signal qui porte les informations est plus robuste. C'est un fichier informatique qui peut être copié, compressé, recopié, transformé puis diffusé en quelques instants, sans perte d'information, à l'infini. Aujourd'hui, comme l'INA, tous les gardiens historiques de notre patrimoine passent donc au numérique. La mémoire du monde devient universelle, partagée par tous. Au final, des milliards d'octets remplacent peu à peu des kilomètres d'archives. L'ampleur de ce phénomène se mesure aux États-Unis, sur la côte Est précisément, dans la région où l'octet, le byte comme on dit ici, fut inventé dans les années 50. Boston est l'une des villes les plus anciennes du pays. Avec ses universités prestigieuses, Harvard ou MIT, la ville est un vivier de matière grise. Et avec la Silicon Valley en Californie, la région de Boston est l'autre grand pôle technologique américain. Ici, les bibliothèques sont particulièrement avancées dans la numérisation de leurs collections. Ce bâtiment renferme le mémorial du 35e président américain, John Fitzgerald Kennedy. On y trouve les documents relatifs à sa carrière, des souvenirs familiaux, mais aussi la quasi-totalité des manuscrits originaux d'Ernest Hemingway. Depuis quelques années, tous ces témoignages de l'histoire américaine sont méthodiquement scannés, numérisés, enregistrés. Un travail de petites mains, un travail de titan,
dont le but est de diffuser au plus grand nombre, via Internet, des trésors de l'histoire réservés jusqu'alors aux chercheurs. Cela demande de la mémoire, beaucoup de mémoire. Nous avons commencé avec 17 téraoctets et nous sommes désormais à 180 téraoctets d'espace de stockage. Nous pensons avoir besoin de 5 à 10 pétaoctets de mémoire si nous digitalisons l'ensemble de nos documents. 10 pétaoctets, l'équivalent de 2,5 millions de DVD de stockage. Cela peut paraître beaucoup, ce n'est pourtant qu'une goutte d'eau. Une goutte d'eau dans l'océan de données générées aujourd'hui par chacune de nos activités. Entre l'Antiquité et 2003, l'humanité aurait accumulé 5 hexaoctets de connaissances, l'équivalent de ce que nous créons aujourd'hui en quelques heures avec nos téléphones, nos ordinateurs, nos appareils photo, nos tablettes, nos caméras. Nous entrons dans une nouvelle ère. Les spécialistes du marketing l'ont surnommée l'ère des big data. Nous y découvrons de nouveaux ordres de grandeur. Après le giga, le téra et le péta, voici l'hexaoctet et son milliard de gigas. Selon une étude récente, notre univers numérique va doubler tous les 2 ans pour peser en 2020 près de 40 zétaoctets, soit 40 000 milliards de milliards d'octets. Pour sauvegarder toutes ces données, certains se sont amusés à calculer qu'il faudrait plus de 2 piles de DVD allant de la Terre à la planète Mars. La révolution numérique a donc fait naître de nouveaux géants industriels, les fabricants de mémoire informatique. Cette banlieue arborée est le fief historique d'EMC, l'un des premiers fabricants mondiaux de serveurs et de disques durs. Peu connu du grand public, EMC, c'est pourtant plus de 20 milliards de dollars de revenus annuels et pas loin de 55 000 employés. Jean-Yves Prognier est français. Il est directeur marketing pour le sud de l'Europe et nous sert de guide pour pénétrer dans les coulisses de cette société très discrète. Nous sommes accueillis par l'un des grands patrons de l'entreprise, Chuck Hollis. Cet Américain affable est un gourou des big data, dans lesquels il voit une nouvelle source de progrès pour l'humanité. Hey Jeep, good to see you. How have you been? Good. Please have a seat. It has become so easy. Il est si facile de capturer chaque instant de notre vie, notre économie, la Terre, l'univers. La technologie est devenue si abordable, si facile à utiliser que nous amassons d'énormes quantités d'informations. Tout ça crée des opportunités. L'opportunité de partager ces informations, de les explorer, de les analyser. Pour nous, c'est une nouvelle renaissance. Cette nouvelle ère de découvertes scientifiques et de revenus supplémentaires s'appuie bien sur un impératif: développer des technologies capables de stocker toujours plus. Demander si on peut avoir du big data sans stockage, c'est comme demander si on peut faire de la littérature sans papier. Toutes ces informations doivent bien vivre quelque part. Ce quelque part, ces machines capables de contenir des milliards de données, on peut les découvrir au premier étage du bâtiment. Voici l'un des laboratoires de développement d'EMC. Ici, les ingénieurs testent dans des conditions réelles les dernières technologies maison. Ces technologies, ces armoires débordantes de diodes et de câbles multicolores, ce sont, dans le jargon, des baies de stockage, ou autrement dit, des serveurs. Ici, en fait, on va voir qu'il y a des encoches, on va dire, pour y loger en fait, des disques durs. Alors, les disques durs, en fait, c'est peu ou prou la même chose que ceux que vous avez dans votre PC à la maison, peut-être avec des performances un petit peu différentes, une capacité différente. Là, on a des disques qui font 3 Tera, 2 Tera, donc chacun de ces disques est grosso modo au minimum 4 fois plus gros que celui que vous avez dans votre PC à la maison. Là, on a 240 disques dans cette unité
Et on pourrait avoir jusqu'à 10 unités de ce type-là. Donc imaginez qu'on arrive à des capacités absolument colossales. La performance de ces superordinateurs est 10 000 fois supérieure à celle de nos ordinateurs domestiques. Dans les années 60, il fallait plusieurs milliers de dollars pour sauvegarder à peine quelques mégaoctets. Aujourd'hui, le gigaoctet vaut à peine 10 centimes d'euros et un particulier peut s'acheter des disques de 4 téraoctets. Malheureusement, notre appétit à produire et à consommer des données dépasse de loin ce que permettent les technologies actuelles. La masse de données à sauvegarder est désormais telle que de simples disques durs ne suffisent plus. Pour stocker la mémoire du monde, il faut compter sur des technologies de plus en plus complexes. Tel un architecte de la mémoire, EMC assemble ses disques durs en y ajoutant des logiciels de sécurité et de l'intelligence pour les faire fonctionner ensemble, les intégrer, comme on dit en langage informatique. Une fois les machines configurées et testées, elles sont livrées aux 4 coins du globe, dans les salles informatiques de grandes entreprises, d'administration et de sociétés Internet. C'est effectivement le cœur de l'infrastructure informatique, donc oui, c'est passionnant parce qu'on a quelque chose de technologique, d'impersonnel, etc. Maintenant, il ne faut quand même pas oublier que ces moyens-là, ça permet de sauver des vies, ça permet de faire vivre des gens, ça permet de gérer une économie, etc. Donc il faut se rendre compte qu'au-delà de la technologie pour la technologie, ça rend bien évidemment des services utiles et on verra que dans les années qui viennent, naturellement, l'informatique sera de plus en plus omniprésente, quoi. Il faut savoir que derrière un Facebook, c'est ce genre de choses que l'on voit à travers des services qui diffusent de la musique et qui permettent le téléchargement légal. C'est aussi ce type de technologie. Donc voilà, il y a quand même un rapport entre la technologie et les usages et l'humain in fine. Donc voilà, c'est pour ça que c'est passionnant. C'est vraiment les coulisses de la mémoire informatique, les coulisses même de la mémoire de l'humanité en l'occurrence. Ces machines sont bien trop compliquées pour nous, trop chères aussi. Chacune d'elles peut coûter plusieurs millions de dollars. Elles ne sont pas toujours fiables et demandent de l'entretien. Alors désormais, nous confions ces superordinateurs, et notre mémoire avec, à de nouveaux gardiens, des professionnels du stockage en ligne. C'est simple, pratique, à portée de clic. Beaucoup de gens décident de ne plus avoir de support de stockage et d'utiliser les services du nuage informatique. Ils ne veulent plus s'occuper de baies de stockage, de disques durs. La masse d'informations est devenue si énorme, si importante que nous préférons faire confiance à d'autres personnes pour s'en occuper à notre place. L'électricité est une bonne analogie. Au début du XXe siècle, un industriel devait construire sa propre centrale électrique. 30 ans plus tard, c'était fini. L'électricité provient maintenant du réseau et de fournisseurs centralisés. Il se passe un peu la même chose dans les nouvelles technologies en ce moment. La mémoire quitte donc nos greniers. Elle part des bibliothèques. Désormais, elle s'accumule dans de nouveaux supports, des milliers, des millions de supports, qui sont eux-mêmes entreposés dans de nouveaux lieux, cachés, discrets, et reliés ensemble par le réseau Internet. Comme avec l'électricité, ces centrales d'un nouveau genre nous fournissent, à la demande, notre mémoire numérique. On les appelle des data centers. Pour découvrir à quoi ressemblent ces nouvelles forteresses de notre mémoire, retour en banlieue parisienne. L'adresse est confidentielle, le bâtiment est discret, anonyme et sécurisé.
Pour y pénétrer, accès biométrique obligatoire. Le site est l'un des 3 data centers d'Online, un hébergeur appartenant au groupe Iliad, maison mère de l'opérateur Free. L'endroit est un véritable bunker. Un coffre-fort high-tech où l'on ne conserve ni des billets de banque ni des lingots d'or, mais des données. Des milliards d'octets appartenant à des entreprises, des sites web, des professionnels du stockage en ligne. Les informations sont stockées derrière ces grilles, dans des centaines de milliers de disques durs qui sont empilés et alignés dans des espaces vitrés. À chaque fois qu'un utilisateur récupère ou enregistre des données à distance, une diode s'allume. Les informations circulent en quelques millisecondes. L'endroit est quasiment vide, et pourtant, c'est le cœur de nos économies modernes, le cœur du nuage informatique. Il n'y a rien de virtuel. À partir du moment où on stocke une photo en ligne, on consulte ses emails, on paye ses impôts sur Internet, plein de choses, tout ça s'appuie sur des infrastructures physiques qui fonctionnent 24 heures sur 24, des ordinateurs qui sont connectés à très haut débit avec des grandes capacités de stockage qui nécessitent de la climatisation et de l'électricité qui fonctionne 24 heures sur 24. Dans un data center, la pérennité de notre mémoire repose donc sur des équipements industriels. Toutes ces machines chauffent, mais ne supportent pas la chaleur. La température des salles est maintenue en permanence à 21 degrés grâce à un système de refroidissement. De l'eau, glacée, est injectée dans 3 réseaux de tuyauterie pour refroidir l'air ventilé dans le bâtiment. Pour fonctionner, ces installations demandent de l'énergie, beaucoup d'énergie. À lui seul, ce centre de 11 000 m² a besoin de 20 MW d'électricité, l'équivalent de la puissance nécessaire à une ville de 30 000 habitants. En cas de coupure totale du courant, des centaines de batteries sont prêtes à assurer le relais pendant une poignée de secondes. Le temps pour les générateurs de secours de démarrer. Plus loin, on trouve la salle opérateur, l'un des endroits les plus critiques. Plus de 800 fibres optiques convergent vers ce centre névralgique pour y acheminer les données. À l'image des autres installations du data center, cette salle est répliquée à l'identique dans un autre endroit du site. C'est toujours le même principe, c'est repousser le risque le plus loin possible. Et pour repousser le risque, la méthode la plus simple consiste à doubler, tripler, quadrupler les infrastructures pour ne pas être dépendant d'une seule infrastructure, mais de plusieurs. Derrière l'opacité du nuage informatique, il y a donc bien du concret. Des forteresses technologiques et industrielles, désertées par les hommes, où notre mémoire semble en sécurité. Ces data bunkers, ces centrales nous fournissant notre mémoire à la demande, poussent comme des champignons partout dans le monde. En Europe, la majorité des centres de données sont autour des grands pôles économiques. Paris, Bruxelles, Amsterdam, Francfort, Londres et Dublin. Avec leur climat propice au refroidissement des serveurs, la Suède, la Finlande et l'Islande accueillent également de plus en plus de data centers. Si des pays comme l'Inde, la Chine, la Russie et le Brésil commencent eux aussi à construire leurs propres infrastructures, l'essentiel de la mémoire du monde est conservé ailleurs, aux États-Unis. Là-bas, il existe des centres dans tout le pays, mais certaines régions sont devenues les nouveaux Eldorado du nuage informatique. Boston, New York, la Virginie, la Caroline du Nord, la Californie et l'Oregon. Si la majorité des data centers est aux États-Unis, c'est avant tout parce que les principaux acteurs du nuage sont des multinationales américaines qui font aujourd'hui toute partie de notre quotidien. Facebook, Amazon, Apple, Microsoft et la plus emblématique de toutes, Google. Chaque jour,
plus de 3 milliards de requêtes sont effectuées sur son moteur de recherche, ce qui en fait la première porte d'entrée vers notre mémoire numérique. À la façon d'un bibliothécaire des temps modernes, Google recense, enregistre et indexe plus de 30 000 milliards de documents, soit à peu près tous les contenus web de la planète. À travers différents services, le site conserve également nos messages, nos photos, nos films, nos documents de travail. Et en numérisant des livres, des articles de presse, voire des musées entiers, Google devient un gardien de notre mémoire collective. Toute cette mémoire est stockée par des centaines de milliers de serveurs dans les data centers de Google. Où se trouvent-ils précisément? Combien sont-ils au total? Google ne souhaite pas répondre à ces questions et se contente de mettre en vitrine quelques images officielles, censées prouver que grâce aux technologies utilisées, les informations sont en sécurité. Il faut dire que pour Google, nos données valent de l'or. En échange de ces services apparemment gratuits, la société enregistre nos données personnelles à chaque visite. Nos habitudes, nos goûts, nos profils, l'adresse de nos ordinateurs. Toutes ces informations sont compilées, analysées, puis revendues à des marques qui ciblent alors nos centres d'intérêt et nous proposent leurs produits. Ces publicités ciblées rapportent à Google plus de 50 milliards de dollars par an. Avec les acteurs du nuage informatique, notre mémoire devient une marchandise virtuelle, un vulgaire produit que l'on ne peut même plus localiser. Derrière les aspects pratiques de ces outils devenus indispensables à nos vies, se cache une réalité plus inquiétante. Nous, simples particuliers, nous retrouvons au centre d'un gigantesque business mondial dont les règles nous échappent. L'individu a accès au monde entier, mais n'a pas les moyens de comprendre qu'il est en train de confier des bouts de sa vie, de sa mémoire, à un ensemble d'acteurs disséminés qui répondent à des régimes juridiques différents, qui se trouvent dans des endroits différents, dont il ne connaît pas les lois, dont moi, professeur de droit, je ne connais pas le droit applicable au Delaware ou en Californie ou dans le data center de tel ou tel pays. Pour ce juriste, les nouveaux maîtres de notre mémoire ont pris le contrôle de nos données et n'en assurent ni la sécurité, ni la pérennité à long terme. Ils proposent de stocker des données, mais avec un ensemble de limitations de responsabilité. D'abord, ils vont dire, vous savez, on fait ce qu'on peut pour en assurer la sécurité, mais nous devons bien évidemment nous plier aux demandes de tout gouvernement ou toute autorité judiciaire qui voudrait accéder à ces données. Nous vous proposons un service de stockage, mais vous savez qu'il se peut qu'il y ait un crash de disque dur et on ne peut pas vous garantir de manière absolue que les données seront là pour toujours. Lisez les conditions générales, personne ne le fait, tout le monde clique sur Accept, mais quand on les lit, il est bien marqué qu'il n'y a pas de garantie absolue de pérennité de la conservation des informations. On peut les utiliser, mais on accepte le risque. En tout cas, on est censé l'accepter, on croit qu'il n'y en a pas. Ce qui semblait simple, à portée de clic, se révèle finalement nébuleux, complexe, risqué. Dans le nuage informatique, nos données échappent à notre contrôle. Notre mémoire est désormais conservée dans des forteresses hors d'atteinte par des entreprises privées dont le but est de l'exploiter pour la rentabiliser. Par ignorance, par innocence ou simplement par manque d'alternative, nous confions de plus en plus notre mémoire à ces nouveaux gardiens, sans nous poser de questions, les yeux fermés. Une situation d'autant plus risquée que la confidentialité de nos données n'est pas assurée dans de nombreux pays. Richard Stallman, père des logiciels libres et véritable star chez les informaticiens et les hackers, a un point de vue très alarmiste sur la question. Ce système planétaire de stockage, orchestré par les géants de l'informatique, menacerait nos vies privées et notre liberté. Les internautes sont obligés d'abandonner le contrôle de leurs données et de faire confiance à des sociétés auxquelles en fait ils ne devraient pas faire confiance. Et même si elles étaient honnêtes, on ne pourrait pas leur faire confiance en raison des lois de leur pays. Symbole d'absence totale de protection, les États-Unis.
Depuis les attentats de 2001, le pays s'est doté d'un arsenal juridique spécifique, dont le fameux Patriot Act. Cette loi stipule que le FBI peut accéder à n'importe quelle donnée personnelle stockée aux États-Unis sans aucune décision de justice. C'est l'opposé de la protection des données. On pourrait plutôt appeler cette loi « loi de violation des données ». Et en plus, toutes les transmissions entre les clients en Europe et leurs serveurs aux États-Unis sont également surveillées. Donc là encore, c'est une violation systématique de la confidentialité. Une société européenne ne devrait pas être autorisée à héberger ses données aux États-Unis ou dans les pays qui ne protègent pas la vie privée. En France et en Europe, les transferts de ces données privées sont interdits vers certains pays, en rouge sur cette carte. Mais les États-Unis, en bleu, bénéficient encore d'une dérogation, de plus en plus contestée. Cette suprématie américaine pose une autre question, plus stratégique encore. Comment assurer la conservation et le contrôle des données les plus sensibles, celles des États? Pour limiter les risques, les gouvernements n'ont pas le choix. Ils doivent se doter d'infrastructures de plus en plus sécurisées. En France, chaque ministère gère son propre réseau informatique et l'État détient au total une bonne centaine de data centers. En proche banlieue parisienne, ce site confidentiel du ministère de l'Intérieur est placé sous bonne garde. Ici, près de 6 millions de cartes d'identité sont fabriquées chaque année. Les informations personnelles collectées sont numérisées sur place, puis conservées dans la salle des serveurs. Dans ces machines, la police stocke environ 300 téraoctets de données sensibles et indispensables. Passeport, permis de conduire, carte grise, fichier des empreintes digitales, liste des personnes recherchées en Europe ou celle des terroristes. Tous ces éléments hautement stratégiques ne sortent en aucun cas du giron du ministère, dont les installations sont toutes supervisées depuis cette salle. Les 4 data centers du ministère de l'Intérieur sont interconnectés par des liens haut débit qui sont opérés par le ministère de l'Intérieur. Et également toutes les emprises qui accueillent les utilisateurs, donc de préfecture ou de police, sont reliées par un réseau dont le ministère est lui-même opérateur, ce qui lui permet d'avoir à la fois la souplesse mais une certaine sécurité dans l'accès à ce réseau. La sécurité nationale du pays repose donc sur la fiabilité de ses infrastructures publiques. Les menaces sont bien réelles, les attaques de pirates se généralisent dans le monde entier. Aujourd'hui, le réseau français s'organise autour de data centers trop petits, trop nombreux, rendant le système vulnérable. Consciente du problème, la Direction interministérielle des services informatiques de l'État, la DISIC, veut moderniser tous ses moyens de stockage et tente de garantir aux citoyens le risque zéro. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience d'un besoin d'investir. Il faut que l'État investisse pour pouvoir effectivement transformer cette capacité de production, pour les rassembler un petit peu. Alors, il faudra passer de 100 data centers à un peu moins. Le chiffre n'est pas déterminé à ce stade. On y travaille avec les ministères. Mutualiser, oui, c'est aussi un moyen, du coup, d'avoir des tailles d'équipes qui sont un petit peu plus favorables à la montée en expertise de ces équipes et donc une meilleure maîtrise technologique, une meilleure maîtrise de la sécurité, une meilleure supervision, etc. Donc une meilleure conservation des données. L'indépendance et la sécurité numérique d'un pays nécessitent des outils modernes et de l'argent, beaucoup d'argent.
La masse de données à conserver est de plus en plus importante et surtout, les systèmes de stockage évoluent constamment. L'État, comme tous les gardiens de la mémoire, est engagé dans une course sans fin à la modernisation de ses équipements. Mais aujourd'hui, le rythme s'est emballé. À l'époque de l'analogique, vous pouviez recevoir, je sais pas moi, un dossier papier archivé aux archives nationales. Vous le mettiez sur une étagère, vous reveniez 100 ans après, il était toujours là, même si le papier avait tendance à se dégrader. Le numérique, c'est complètement différent, il faut sans arrêt le migrer. C'est-à-dire que le signal est très robuste, mais le support, non. Un disque dur doit être changé au maximum tous les 5 ans, au risque de perdre des données. Un disque optique, comme un DVD, peut résister un maximum de 15 à 20 ans, à condition de ne pas être utilisé et d'être entreposé à l'abri de la lumière et de l'humidité. Pire, les appareils ou les logiciels qui lisent nos données seront obsolètes d'ici quelques années. Remisés au placard comme autant d'inventions, pionnières en leur temps et devenues aujourd'hui de véritables antiquités. On ne peut pas imaginer qu'on ne s'en occupe pas, qu'on mette ça sur une étagère et qu'on revienne 50 ans après, 100 ans après. Non, parce que de toute façon, les machines n'existeront plus pour les relire, les supports seront dégradés, on ne pourra plus les relire, etc. Cette migration permanente des supports, des formats ou des logiciels n'est pas la seule contrainte liée au numérique. Un autre danger guette nos mémoires, l'overdose de données. Quand nous avons commencé nos activités, il y avait 3 chaînes. Aujourd'hui, on en capte plus de 100. Donc effectivement, c'est une offre qui a été totalement démultipliée. Donc si le travail technique de captation n'est pas accompagné du nécessaire travail de catalogage, d'indexation, de documentation, ça ne sert à rien finalement, puisqu'on ne retrouvera jamais ces images dans cette masse qui se compte en millions d'heures aujourd'hui à l'INA. Donc l'enjeu de documentation, il est absolument clé, il est aussi important que le travail purement technique ou technologique. Sans un travail considérable d'archivage et d'indexation, sans les investissements nécessaires à la modernisation perpétuelle des équipements, la mémoire du monde est en danger. Les États, les entreprises, les institutions et tous ceux qui n'en auront pas les moyens seraient alors condamnés à voir disparaître leurs données ou contraints d'en perdre le contrôle en les confiant à des opérateurs privés. Installée à Paris, l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, protège les villes et les sites exceptionnels. Avec son programme Mémoire du monde, l'UNESCO préserve aussi de la destruction le patrimoine documentaire de l'humanité sous toutes ses formes. Joy Springer, la responsable de ce programme, s'inquiète d'un risque d'amnésie planant sur notre mémoire numérique. Quand je parle d'amnésie, je fais référence à tous les types de patrimoine. Si vous ne conservez pas votre passé, votre identité, votre culture, alors vous avez tout perdu. Pour l'UNESCO, le numérique n'est utile que pour préserver des documents qui se dégradent ou pour diffuser et partager l'information. Mais ce n'est en aucun cas un support d'archivage à long terme. L'information gravée dans la pierre dure des millénaires. L'information conservée dans une tablette numérique pourrait ne durer qu'une dizaine d'années. Nous devons prendre toutes les précautions possibles pour que ces contenus soient préservés. Première des précautions, conserver l'original. Ensuite, multiplier les copies et les sauvegardes. Malheureusement, trop de pays et trop de particuliers n'ont pas encore ces réflexes. Nous avons constaté que beaucoup de pays avaient commencé à numériser leur patrimoine pour le rendre plus accessible. Ils pensent que c'est la fin du problème, mais malheureusement, ce n'est que le début. L'avènement du numérique menacerait finalement la mémoire de l'humanité.
Pour conserver ses connaissances, sa culture, son histoire et les transmettre aux générations futures, l'homme doit trouver une alternative. À l'heure actuelle, la seule technologie pouvant garantir une solution de stockage plus fiable et plus pérenne n'est pas numérique. Elle est développée ici, à Grenoble. Cette innovation, son créateur l'a baptisée la nanoforme. Il s'agit d'un disque transparent sur lequel des images et des textes miniatures sont directement gravés. L'équivalent en quelque sorte du hiéroglyphe du 3e millénaire. Dans la mesure où l'information est sous forme de micro-images, elle ne nécessite pas d'interprétation pour qu'on puisse y accéder. Donc demain, dans 50 ans, dans 100 ans, tout système qui grossira l'image permettra d'accéder à l'image. On n'a pas besoin d'un entretien permanent et de portage permanent de l'information. Les détails de ces images font quelques microns, à peine l'épaisseur d'un cheveu. Pour lire les données, il suffit tout simplement de les grossir, un peu comme un vieux microfilm. Nous avons ici des textes, par exemple, sur une surface comme cela, nous avons le Nouveau Testament complet. Sur une surface comme ça, nous avons un livre arabe qui s'appelle L'incohérence de l'incohérence d'Averroès. Et puis nous avons des reproductions avec différents traitements de la Joconde, par exemple ici. Comme les hiéroglyphes, ce disque devrait encore être lisible dans plusieurs siècles. Pour découvrir son processus de fabrication, il faut s'équiper de la tête aux pieds. Bienvenue dans les salles blanches du laboratoire d'électronique de technologie de l'information, le prestigieux LETI. Ici, sur près de 10 000 mètres carrés, l'air est totalement pur. Aucune particule ne doit altérer le travail de haute précision des ingénieurs qui fabriquent des microprocesseurs et des puces en tout genre. C'est ici que la nanoforme est mise au point. À la base, on part d'une plaque de cristal de saphir qui est transparente. On prend le saphir parce que c'est un matériau extrêmement robuste et stable dans le temps. Donc ensuite, nous faisons un dépôt de nitrure de titane sur la plaque qui va colorer la plaque. Ensuite, nous allons étaler une résine sur laquelle nous allons écrire au laser de façon à réaliser un pochoir. Pochoir qu'ensuite nous allons graver. La gravure des informations miniatures sur le disque peut durer jusqu'à 8 heures. Donc là, on voit que la gravure s'est très bien passée. Sur la plaque, la nanoforme, il y a une série de photos de la ville de Grenoble qui ont été réduites fortement, c'est-à-dire que les dimensions originales, ce sont des cartes postales, taille standard des cartes postales. Et là, on les a réduites à une hauteur de 2 mm et une largeur de 3 mm. Une fois gravé, le disque est recouvert d'une autre galette de saphir vierge. Ces deux plaques doivent être totalement lisses.
aucune particule ne doit se glisser entre elles. On prépare simplement les surfaces pour qu'elles adhèrent spontanément l'une à l'autre une fois qu'on les a mises en contact. Donc c'est vraiment les atomes eux-mêmes qui rentrent en interaction et qui permettent que les surfaces soient collées à la fin. Donc c'est un collage qui est très puissant parce qu'il n'y a pas de colle, donc rien ne peut se dégrader quand on chauffe, etc. C'est un collage qui va rester tel quel, même si on le porte à 1200 degrés, il va rester complètement intègre. Les informations gravées sont alors littéralement enfermées, encapsulées dans la pierre, entre les deux couches de saphir. Rien ne pourra plus les altérer pendant près de 1000 ans. Pour l'instant, la nanoforme coûte encore plusieurs milliers d'euros et contient seulement l'équivalent de 4 gigaoctets. Mais avec les progrès des nanotechnologies, elle pourrait bien devenir le support de stockage du futur. D'ailleurs, elle intéresse déjà des entreprises et des administrations souhaitant conserver des informations précieuses comme des brevets ou des délibérations publiques. C'est finalement un curieux paradoxe. Le papier, la pellicule et la pierre restent pour l'instant les meilleurs supports pour conserver à long terme la mémoire. Ces solutions analogiques ont néanmoins un inconvénient majeur. Elles n'ont pas les capacités de stockage infinies du numérique et exigent donc de faire un tri. Or, à l'heure des big data, notre mémoire explose. Nos supports de stockage, qu'ils soient réels ou mis en ligne, débordent de données, de photos, de films, de mails. Aujourd'hui, on ne trie plus. On garde. On partage l'essentiel comme le superflu. Mais pour sauver l'essentiel, justement, il va sans doute falloir apprendre à oublier. Un peu, finalement, à l'image de ce que fait notre cerveau. L'oubli, c'est une partie intégrante de notre mémoire. Est-ce que c'est une partie complémentaire ou utile? Je dirais que c'est peut-être plus philosophique que biologique, mais en tant qu'individu, disons, connaissant la mémoire, je suis forcément content de ne pas tout me rappeler. Bien sûr, nous oublions. Bien sûr, nous ne nous rappelons pas certaines choses. La mémoire doit être un support de l'action et de la pensée, et pas un frein. Toute cette profusion de données, d'informations, risque de perturber notre mémoire. Pire, notre pensée elle-même. Car le numérique repose avant tout sur des robots et des logiciels qui réfléchissent désormais à notre place. Lorsque vous tapez un mot sur Google, Google anticipe ce que vous étiez en train de taper et vous évite d'avoir à taper la fin du mot. C'est donc très très bien, ça vous facilite la vie, très bien. Mais en même temps, c'est un inconvénient. C'est que ça vous désapprend l'orthographe. L'automatisation provoque des processus de désapprentissage. Donc c'est un modèle qui inéluctablement conduit vers l'entropie, c'est-à-dire l'appauvrissement mnésique, l'appauvrissement de la mémoire. Comme toute mutation technologique, cet avènement du numérique implique donc une modification en profondeur de nos comportements, à la fois individuels et collectifs. Et à partir du moment-là, ce que ça produit, c'est pas du tout du savoir, c'est une illusion de savoir. Moi, je ne crois pas du tout qu'on trouve du savoir sur Google, ou qu'on ait accès au savoir avec l'Internet. Je ne crois pas du tout ça. On a accès de l'information. Mais l'information, il faut la transformer en savoir pour que ça devienne du savoir. Et cette transformation en savoir, elle est faite par celui qui la reçoit. Donc s'il n'a pas eu la formation pour la transformer, il ne la transformera pas. Donc il sera manipulé. Pas question, bien sûr, de se passer de ces outils bien pratiques et désormais indispensables à notre quotidien. Notre défi aujourd'hui serait donc plutôt d'apprendre à mieux les maîtriser. Nous avons inventé de nouveaux outils. Nous vivons maintenant dans un monde d'informations se chiffrant en hexaoctets. Et nous ne sommes pas éduqués à évoluer dans ce monde. C'est un monde complètement nouveau. Comme si on vous projetait directement 40 ans dans le futur. Il faut du temps pour s'adapter. Si nous voulons conserver et transmettre notre mémoire, notre patrimoine, nos souvenirs,
chacun de nous doit réapprendre à trier, archiver, indexer, dupliquer. Désormais, nous devons redevenir les gardiens de nos propres mémoires, avant que d'autres n'en prennent totalement le contrôle.